Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 218e épisode, on va parler d'autodiscipline et d'habitude dans un format tout nouveau pour ce podcast qui s'appelle les Tea Time. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Bienvenue dans ce podcast un peu spécial puisque c'est le premier ici d'une série qui s'appelle les Tea Time, qui sont du coup un format que je fais déjà sur ma chaîne YouTube et dont j'ai déjà fait plusieurs épisodes. Je vous remettrai la liste des épisodes en barre d'infos, en description de ce podcast. Ce sont des vidéos qui font en moyenne 1 heure et quart, 1h30 et dans lesquelles je propose aux personnes qui me suivent de me poser des questions et moi j'y réponds avec des outils, avec une réponse de coach, avec une réponse de Esther en tant que moi, mes valeurs, mon expérience de vie, etc. Donc plutôt une réponse en posture d'ami. Je fais les deux et je fais ça sur la chaîne YouTube depuis un petit moment. J'avais fait une première série, j'ai appelé ça la première saison et là je lance la deuxième saison de ce format-là sur la chaîne et j'ai décidé en fait de poster en double sur la chaîne YouTube et ici dans ce podcast parce que c'est vraiment ce format, c'est vraiment le pont entre ce que je fais sur YouTube où je suis plutôt en tant que moi, Esther, où je vous partage mes expériences de vie, ce que j'ai vécu, mon histoire, etc. à titre personnel. Donc c'est mes réflexions, etc. J'ai presque envie de dire c'est du lifestyle. Pas exactement parce que je vous partage pas forcément mon quotidien et tout, mais je vous partage vraiment mes réflexions en tant qu'humain sur cette terre qui fait son chemin, quoi. Alors que ici sur ce podcast, je vous parle plutôt en tant que coach, avec des outils, des solutions, des exemples, etc. Je vous parle beaucoup de mes accompagnements. Bref, je suis ici plutôt en posture professionnelle. Et ce format-là, c'est vraiment un format qui permet de faire le pont entre ces deux endroits depuis lesquels je vous parle et depuis lesquels j'aime vous parler sur Internet de manière générale et dans lesquels je me sens bien. Et du coup, je me suis dit que ce format spécifiquement, comme en plus il est long, ça c'est très adapté au podcast, donc je me suis dit que j'allais le poster ici. Donc vous allez m'entendre pour la première fois ici sur ce podcast parler en tant que moi, de la même manière que j'ai pu le faire dans la série des Pillow Talk, parce que ces Pillow Talk étaient à destination de la chaîne YouTube dans laquelle je ne suis pas particulièrement coach. En fait, le fait que je sois coach est presque anecdotique sur cette chaîne-là, alors que ici, évidemment, c'est central, puisque c'est ce que je vous enseigne, quoi. Donc, écoutez, je vous laisse avec ce format-là. Cette fois-ci, donc j'en fais un par mois. Cette fois-ci, c'était sur le thème des habitudes. Donc, c'est un format que je poste les dimanches sur la chaîne YouTube. Donc, voilà, j'ai pas fait de podcast en plus cette semaine, vendredi, alors que je poste normalement tous les vendredis. Donc, voilà, ça vous fait un long format ce week-end. J'espère que ça vous fera plaisir. Je vous laisse écouter ça. Et puis si vous avez envie de me voir, répondre aux questions, de me voir physiquement, eh bien vous pouvez aussi aller regarder ce contenu sur la chaîne YouTube puisque du coup, vous avez la vidéo en même temps. Donc je m'arrête là et je vous laisse avec le Tea Time. Bienvenue dans ce nouveau format. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau Tea Time, dans cette saison 2 des Tea Time. Voilà, je faisais ces vidéos l'année dernière. Et j'ai arrêté parce qu'à un moment donné, toute bonne chose avait une fin. Et je vous avais dit que je reviendrais parce que j'adore ce format. Donc, me voici avec de nouveau cette série de vidéos. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout ce que sont les Tea Time, c'est assez simple. Ce sont des vidéos où je vous réponds, où je réponds à vos problématiques sur un thème donné. Donc, aujourd'hui, on va parler d'autodiscipline et d'habitude. Et je vous réponds à la fois en tant que Esther Taïfé, l'humaine avec ses valeurs, son expérience de vie, ses biais, etc. Et à la fois en tant que coach de vie, qu'est-ce que je vous dirais si je vous avais en session de coaching, dans quelle direction je vous emmènerais. Donc ça nous permet un peu de faire le pont entre le fait que sur cette chaîne on se parle beaucoup, vous et moi, de choses un peu et d'autres, intimes ou pas, sur ma vie, sur ce que moi je découvre, ce qui m'intéresse, etc. Donc un côté un peu plus personnel. Et à la fois le podcast, le pont avec ce que je fais sur le podcast, où là je suis là-bas en posture de coach et je vous délivre des outils et des choses actionnables dans vos vies. Donc là, on est vraiment sur un espèce d'entre-deux. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous l'aurez remarqué dans cette saison 2. J'ai ce micro ici, qui est le micro avec lequel j'enregistre le podcast. Vous remarquerez peut-être d'ailleurs qu'il y a des jolies marques
de dents de bébé chat sur la bonnette de ce micro. C'est parce que... Est-ce que c'est vraiment la peine que j'explique du coup ? Non, c'est parce que quoi, vous avez compris. Voilà, donc ça c'est assez énervant. Hein. C'est un micro qui coûte quand même 300 €, donc c'est assez énervant. C'est pas grave. Coach en émotion, on a dit. J'ai mis ce micro-là parce que j'ai décidé que cette série de Tea Time, maintenant, cette saison de Tea Time, elle allait être à la fois sur le podcast et sur la chaîne YouTube, puisque c'est exactement le format qui fait le pont entre ce que je fais sur Internet, entre les deux endroits. Donc, si vous êtes auditeur ou auditrice de ce podcast, du podcast Se Sentir Bien, vous allez vous aussi pouvoir poser des questions de votre vie sur des thématiques précises, et j'y répondrai dans un épisode qui dure en général entre 1 heure et 1h30, voilà, avec des réponses un peu extensives, avec mon avis personnel et mon avis en tant que coach, en posture de coach. Voilà, donc bienvenue dans ce Tea Time. Aujourd'hui, on parle d'habitude et d'autodiscipline. Et la prochaine fois, donc je voudrais en faire un par mois. Et il se trouve que la prochaine fois, on sera pas très loin du 12 novembre et que la chaîne YouTube aura 10 ans le 12 novembre, ce qui est assez intense en fait. 10 ans, ça fait 10 ans que je crée du contenu sur Internet et j'ai commencé par cette chaîne YouTube. Donc voilà, avant de commencer le podcast en 2017. Donc ça fait quand même pas mal d'années aussi. Le podcast a 5 ans, la chaîne a 12 ans. À 10 ans, pardon, pas encore 12 ans, mais 2012. Et j'avais envie de marquer le coup en fait en faisant quelque chose en physique, une conférence, un truc en présentiel. Et en fait, comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo FAQ, en ce moment j'ai beaucoup de projets entre le livre que je suis en train de finir de rédiger pour pouvoir l'envoyer dans ma maison d'édition fin janvier. Là, le nouveau lancement de Coup de main, dont le lancement s'est super bien passé et est terminé aujourd'hui et c'est trop cool. Et la fac que j'ai repris, la fac de psycho, ça faisait trop, en fait, d'aussi organiser quelque chose pour les 10 ans. Donc j'ai décidé de ne pas le faire, mais on va quand même se faire un truc en ligne. Vous allez voir pourquoi je vous en parle. J'ai décidé que le prochain Tea Time, on allait l'enregistrer en live. Donc on va se retrouver sur YouTube en live le 12 novembre pour faire ça. Je ne sais pas encore si ce sera le 12 ou le 11. Je m'étais dit que j'allais plutôt faire le 11. Checkez la barre d'infos de cette vidéo parce que je l'aurai noté d'ici là. Ah oui, je vous ai pas dit, donc le 12 novembre ou le 11 novembre, on va le filmer en direct, en live, et vous pouvez aussi en avance, pardon, je suis en train de vous montrer ma culotte, vous pouvez aussi en avance me mettre vos questions, comme là, comme d'habitude, donc il y a un Google Doc avec l'endroit où poser vos questions. Donc la prochaine fois, le thème, vu que ce sera les 10 ans de la chaîne, j'ai décidé que ce serait thème libre, c'est-à-dire que vous pouvez me poser des questions pour ce deuxième Tea Time sur n'importe quelle thématique. Et la fois suivante, ce sera une thématique précise. Bref, donc voilà pour les petites choses que je voulais vous dire en ce début de saison des Tea Time, le retour des Tea Time. Je suis ravie, je sais que vous aussi. Du coup, pourquoi les Tea Time ? Parce que j'ai mon thé avec moi, voilà, parce que ce sont des longues vidéos. Et cette fois-ci, j'ai anticipé le truc, je l'ai mis dans un machin thermo bidule chose, parce que à chaque fois, je bois mon thé froid. C'est-à-dire qu'en fait, si je vous parle pendant 1h30, autant vous dire que le thé est froid à la fin, quoi. Ok, première question, c'est Isabelle qui me la pose et elle est ultra concise et je pense qu'elle va couvrir pas mal de choses que j'ai pu voir dans d'autres questions, donc c'est pour ça que je vais la prendre. Elle me dit « Quel outil mettre en place pour arrêter de procrastiner car cela engendre du stress, de la fatigue et une sensation d'inachevé. Merci pour ton aide. » Alors, Esther te dit... Je te comprends. Clairement, la procrastination, c'est un gros sujet. Vous êtes beaucoup à me l'avoir amené dans vos questions. Donc, on va s'en parler pas mal aujourd'hui. Clairement, ça va être au cœur de la discussion tout du long. Donc, tu me demandes un outil pour arrêter de procrastiner et tu m'expliques que ça fait du stress, de la fatigue et une sensation d'inachevé. Je comprends ce sentiment-là. C'est vrai qu'on a besoin d'avoir, quand on essaye de faire des projets ou quoi, on a besoin d'une certaine régularité, de mettre des actions en place, en fait, et d'agir. Et parfois, ça peut être frustrant quand on voit qu'on n'y arrive pas et ça finit par créer du stress. Si en plus, on a des deadlines ou des choses comme ça qui approchent et que ça finit par poser problème. Donc, je te comprends totalement. Et en tant que coach, là, tu me demandes de quel outil tu peux mettre en place pour arrêter de procrastiner. Ce mois-ci, en fait, dans la communauté, le mois dernier, et ce mois-ci, la communauté, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est l'abonnement payant que je propose surtout aux auditeurs et auditrices du podcast. C'est vrai qu'ici, sur cette chaîne, je ne pense pas trop à vous le proposer parce que je vous parle surtout en tant que Esther. Mais si vous voulez vous faire coacher ou vous auto-coacher, un bon endroit, c'est la communauté. C'est un abonnement à 35 € par mois. Et chaque mois, on choisit un thème.
Et chaque semaine, il y a 2 appels, un appel sur le thème du mois et un coaching de groupe sur des thématiques qui tournent. On a des thématiques comme le travail, la relation aux autres, la relation à soi, la relation à la nourriture et tout ce qui est tous les comportements addictifs. Ça peut aussi être la cigarette, etc. Et tout ce qui est couple et relations sexuelles. Donc on a ces thématiques-là qui tournent. Donc toutes les semaines, il y a un coaching de groupe et toutes les semaines, il y a aussi un appel en lien avec le thème du mois. Et cette semaine, j'ai fait un webinaire du coup pour cet appel qui dure 1 heure. Chaque semaine, c'est 1 heure l'appel en question. Et je vous ai parlé de comment mettre en place des habitudes et de comment les garder. Donc c'est un webinaire que j'ai décidé de vous mettre disponible gratuitement. Vous qui écoutez cette chaîne YouTube ou ce podcast, se sentir bien, vous aurez le lien dans les descriptions pour pouvoir aller consulter cette vidéo et comme ça en même temps ça vous donne une idée de qu'est-ce qu'on fait dans la communauté, à quoi ça ressemble les webinaires qu'on a toutes les semaines. Comme ça vous pouvez voir un petit peu pour celles et ceux qui sont curieuses et qui se demandent si ils veulent s'inscrire ou pas, est-ce que vraiment ça va leur apporter de la valeur. C'est une façon pour vous d'en savoir plus et surtout c'est une façon pour moi de ne pas répéter tout ce qu'il y a dans ce webinaire dans cette vidéo aujourd'hui. Oui, c'est juste que je suis feignasse en fait, ça doit être ça, je suis une grosse feignasse. Et donc bon, dans cette vidéo je dis l'une des choses hyper importante dans ce webinaire et dans la question de la procrastination, qui est quel est ton pourquoi en fait ? Pourquoi tu fais ça ? Est-ce que tu as une raison que tu es en mesure de garder ? C'est l'un des 3 points clés à regarder quand on essaye de mettre en place une habitude. Il y a 3 choses à prendre en compte et l'une d'entre elles, c'est le pourquoi. Est-ce que tu n'es pas en train de mettre en place une habitude parce que en fait tu dois le faire, parce que tu t'es raconté quelque chose socialement que c'était important que tu le fasses, etc. et que tu n'en as pas vraiment envie. Donc ça, c'est un premier truc à vraiment regarder. Donc là, quand tu me demandes comme ça un outil contre la procrastination, la première chose que j'ai envie de te demander, c'est si je t'avais en face et que je te coachais, je te dirais, OK, pourquoi tu veux mettre en place cette habitude ? Qu'est-ce que ça va apporter dans ta vie ? En quoi c'est important pour toi ? Et un deuxième truc important à comprendre, c'est qu'on a souvent dans l'idée, et ça, vous êtes nombreux et nombreuses là, dans les questions à me l'avoir amené, avec la question de la procrastination, c'est qu'on est nombreux et nombreuses à penser que mettre en place une habitude, ça doit être difficile. Ça doit être, demander un effort. Alors, c'est vrai que changer quelque chose dans son quotidien, c'est une sortie de zone de confort. Ça demande de faire une marche en termes d'un confort émotionnel, parce que c'est de ça dont on parle. Mais souvent, on surestime l'inconfort qu'on est capable de recevoir. Parce que votre cerveau, je vous le rappelle, il n'a qu'une seule envie, c'est que vous restiez en vie. Et là, concrètement, vous êtes en vie, donc meuf, mec, qu'est-ce que tu vas aller t'emmerder à aller faire, je sais pas quoi, du crossfit à 6h du matin ? Non mais franchement, pourquoi faire ? Tu vois, ton cerveau, il n'est pas débile. Il dit non mais attends, on est en vie là, qu'est-ce que tu vas aller prendre le risque qu'on ne le soit plus ? Donc il n'a pas particulièrement envie de faire des changements. Donc, mettre en place n'importe quel changement, ça va demander un effort et ça va vite être fatigant cognitivement, en fait. Donc, ce que tu veux faire pour mettre une habitude en place et la garder durablement, c'est le faire de manière très progressive pour que cet inconfort soit le moins grand possible. Et ce que je vous explique dans le webinaire, c'est qu'en fait, tu peux même rendre ça agréable dans la mise en place si tu es connecté à ton pourquoi et que tu peux, grâce au modèle de Boccaccio, réfléchir à des pensées qui te créent une émotion agréable. Par exemple, nouvelle habitude, au lieu d'être frustré comme tu le serais normalement et de le jouer sur la motivation, qui sont ni des émotions particulièrement agréables pour la frustration, ni particulièrement pérennes dans le temps pour la motivation, donc c'est très compliqué, tu vas vouloir plutôt chercher une émotion qui est à minima agréable et dans l'idéal agréable et pérenne dans le temps. C'est pour ça que si tu te connectes avec ton pourquoi tu fais ça, ça va t'aider en fait à maintenir cette habitude dans le temps. Ça va t'aider à créer une émotion agréable au moment où tu fais l'habitude. Tu vois, l'habitude ou n'importe quoi, parce que quand on parle de procrastination, c'est pas forcément sur des habitudes d'ailleurs. On peut procrastiner sur des choses qui sont à faire qu'une seule fois. Donc là, l'idée, ça va être de te demander, ok, comment je peux le faire depuis une émotion agréable ? Donc pourquoi pas créer de la curiosité, par exemple. Tu vois, après ça tient pas dans le temps, la curiosité, c'est juste le temps de découvrir, et ensuite la curiosité, c'est une émotion qui est un peu comme la motivation, ce sont des émotions qui ont besoin d'être nourries en permanence pour rester. Mais si tu crées de la certitude, si tu crées de l'engagement, si tu crées de l'amour comme émotion au moment où tu vas faire l'action, ça va vachement t'aider. Donc plutôt que de focaliser ton esprit sur une pensée du genre c'est vraiment chiant de se lever à 6h du matin pour aller faire du crossfit, oh mon Dieu j'ai la flemme, essaie de trouver quelque chose, une pensée qui va t'aider à pouvoir le faire. Et donc
qui a du sens pour toi, un truc que tu crois vraiment, hein. Joue pas à la méthode Coué, c'est pas ça l'idée, hein. L'idée, c'est de trouver une pensée qui te correspond vraiment. Et donc, te reconnecter à pourquoi tu fais ça, c'est une bonne idée à ce moment-là. Et ajouter, pas forcément faire que ça, mais aussi ajouter le fait de rendre le truc agréable. Et pour ça, très souvent, ça demande de faire moins d'efforts que ce que tu te demandes, en fait. Par exemple, si tu veux incorporer du sport dans ton quotidien, et que c'est une habitude que tu n'as pas du tout, souvent, on va vouloir dire, je vais faire 5 fois dans ma semaine du sport, ou 3 fois dans ma semaine du sport. Tu dis, là, c'est raisonnable. Oui, ça serait raisonnable dans ton emploi du temps. Si tu as regardé ton emploi du temps, tu as regardé ton boulot et tout, tu te dis 3 fois par semaine, franchement, j'ai le temps. En plus, c'est un sport qui me plaît. En plus, je vois le sens, etc. Même si tu te dis c'est raisonnable, que je vois le sens et que ça me plaît et que tu n'y vas pas, demande-toi, est-ce qu'au moment d'y aller, je suis pas dans une émotion désagréable? Et est-ce que, en fait, c'est pas trop d'effort pour mon cerveau? Souvent, on surestime en fait sa capacité à mettre en place de l'inconfort. Parce que tu as ta nouvelle habitude là, de sport que tu essayes de mettre en place, mais tu as aussi tout un tas d'autres trucs que tu fais dans ta journée qui te demandent de l'inconfort et qui te demandent de l'effort à ta cognition en fait. Donc ça peut faire trop. Donc parfois, en fait, la réponse, c'est juste descendre le degré d'inconfort et créer de l'émotion agréable. Donc pourquoi pas de la curiosité, te dire tiens, et si je faisais une seule fois par semaine du sport, je suis curieuse de voir si en fait c'est agréable, si en fait je vois des changements sur mon souffle, sur mon corps, sur ma joie de manière générale et mon anxiété de manière générale à l'échelle de ma semaine. Et donc je vais créer, je sais pas, de la curiosité envers ce projet-là, de le faire pendant 4 semaines de suite, d'y aller qu'une seule fois. Et donc, en gros, l'idée, c'est d'avoir des ambitions parfois moins grandes que ce qu'on imagine, parce qu'on essaye vraiment d'aller trop vite dans le processus. Donc voilà. Donc mon tips, vu que c'était ça ta demande, un outil ou quelque chose, je te dirais, va voir ce webinaire déjà, applique les 3 points et les 3 principes que je te propose dans ce webinaire, et parmi eux, accentue l'attention sur ce que je viens d'expliquer là. Hein. Là, je vous ai quand même dit l'essentiel de ce qui est important à retenir sur ce sujet-là, dans cette vidéo-là et dans ce podcast, c'est accentue ton attention sur est-ce que tu as une vraie intention qui t'est propre? Est-ce que tu n'es pas en train de juste te dire on m'a dit qu'il fallait aller au sport, mais en fait je vois pas trop le sens, ça m'emmerde, j'aime pas le sport, mais bon, il faut que je le fasse, il faut bien le faire, alors bon, j'y vais. Est-ce que tu as une vraie intention qui t'est propre, que ça a du sens pour toi dans ta vie et que tu as vraiment envie de le faire? Et ensuite, assure-toi que tu n'essayes pas d'aller trop vite, que tu n'essayes pas de faire une marge d'inconfort trop grande pour toi. Souvent, on fait cette erreur-là parce que c'est une question d'ego en fait. On se surestime et on se dit non mais quand même, on se juge en fait. On se juge sur le fait que en fait c'est trop pour nous et on se dit non mais je devrais être capable de faire l'effort. En fait, on a des jugements très très forts dans notre société, dans notre inconscient collectif et dans notre culture à nous envers le fait de faire des efforts. C'est un truc. On se dit on devrait tout le temps se dépasser et c'est vraiment que je dois être une feignasse, c'est vraiment que je dois être nulle si je suis pas foutue d'aller même une fois au sport dans la semaine. Parce que peut-être que même une fois au sport dans la semaine, c'est trop en fait pour ton cerveau, c'est trop d'efforts. Essaie déjà d'y aller une fois tout court ou une fois dans le mois. Tu vois, donc souvent ça va être ça. Donc voilà, j'espère que ce que je viens de te dire là, ça s'applique à ta situation parce que tu m'as pas donné les détails de ta situation exacte. Donc je suis sûre que tu auras pu rattraper les billes et tout ça. Et merci pour ta question. Alors ensuite, je vais prendre la question de quelqu'un qui veut rester anonyme et qui me dit « Bonjour Esther, j'ai 24 ans et je rentre dans ma dernière année de thèse de physique. Et comme tu le sais, la dernière année est beaucoup axée rédaction. Ah oui, je le sais, grosse compassion, empathie et tout, courage, force sur toi. La recherche ne me plaît pas du tout au final. La thèse m'a en plus énormément impactée psychologiquement et ça joue sur mon rejet de ce travail et je sais qu'après, nous avons un autre projet entrepreneurial avec mon compagnon, lui aussi est doctorant, qui nous donne beaucoup plus de motivation et d'énergie. Mon encadrant est au courant de tout ça et il est adorable et me soutient et il sait que j'ai hâte de terminer. En attendant, je dois finir cette dernière année et j'ai vraiment besoin du diplôme pour mon futur projet. On s'entend qu'un diplôme ne dit pas forcément grand-chose sur tes compétences, sur les compétences de quelqu'un, mais c'est ainsi. Je te comprends là-dessus, je suis d'accord. Mais la motivation est au point mort, j'ai envie de travailler sur autre chose et je n'arrive pas à me forcer à rédiger ma thèse. Je n'ai plus d'autodiscipline, même si je sais que plus je finirai vite, plus je pourrai me consacrer à l'après, ce dont j'ai vraiment envie. Je passe des journées à écrire 2 lignes et à
divaguer sur autre chose, je n'avance pas et ça me fait peur. Aurais-tu des conseils pour m'aider ? Merci beaucoup et belle journée. Belle journée à toi aussi. Merci pour ta question, je pense qu'elle va aider pas mal de monde, donc merci pour ça. Écoute, déjà je te comprends infiniment, hein, franchement, en plus en ce moment je suis en train d'écrire le bouquin, donc je te comprends, clairement. La différence c'est que le bouquin pour moi ça a encore du sens aujourd'hui et que toi ça a moins de sens de ce que je comprends. Donc ok, je comprends la difficulté, je comprends la notion d'avoir en fait un autre projet en tête qui te motive plus, et là de devoir consacrer finalement du temps à réfléchir à un projet qui pour toi est plus derrière toi que devant toi. Donc je comprends du coup que ce soit dur en fait, et c'est normal. Juste, le premier truc que je peux te dire, et je crois que je l'ai pas encore assez dit à tous les autres à qui j'ai répondu avant toi, c'est normal les gars, hein, de procrastiner, que ton cerveau n'ait pas envie de faire des efforts et qu'il a envie de rester dans le confort, c'est normal. Hein. Ton cerveau, encore une fois, il est fait pour te maintenir en vie. Et t'es en vie, donc qu'est-ce que tu vas aller te mettre à faire des trucs compliqués, difficiles, qui demandent de l'effort. Voilà, donc c'est normal. Et là, tu me donnes une super occasion de faire le lien. Tu sais, tout à l'heure, je parlais de l'un des points importants dans la mise en place d'habitudes et dans le fait de garder un rythme, etc., qui est la recherche de sens. Le fait de t'assurer que tu as vraiment envie de faire ce truc et de t'y reconnecter. Bah là, tu me donnes un exemple parfait où je vais pouvoir t'aider à t'y reconnecter. En fait, là, ce qui se passe, alors il n'y a peut-être pas que ça, mais si je devais te répondre en tant que coach avec ce que je sais de ce que tu m'amènes, il y a une notion de t'es plus connecté au sens de rédiger ta thèse et de rédiger, j'imagine, des articles ou des choses comme ça. Hein. Tu dois sûrement avoir des papiers en cours. Pour la dernière année de thèse, tu as sûrement plein de trucs à rédiger. Avant, tu voyais le sens puisque tu avais envie de ce projet de recherche, donc tu voyais le sens. Donc voilà, c'était plus facile de trouver la motivation et les raisons et le rythme, etc. Et là, tu vois plus le sens parce qu'en fait, ce projet, il est derrière toi et que tu en as surtout un autre en tête. Donc là, ce qui va t'aider, c'est de te reconnecter au sens de faire cette thèse. Et tu m'as donné un petit bout ici. Tu m'as dit, finir cette thèse et avoir mon diplôme, ça va me servir à la suite. Mais tu m'as aussi dit que toi, tu crois pas trop au fait que le diplôme, ça prouve des compétences. Donc tu vois, à la fois, tu as besoin de ce diplôme, en même temps, toi, tu n'y crois pas trop comme étant un truc probant pour la suite. Donc là, j'aurais envie de te dire, ouais, pourquoi est-ce que tu as envie de rédiger cette thèse ? Et énumère, là, je te file un exo, c'est ce que je te donnerais très probablement si tu étais avec moi en coaching, là. Prends un papier et un stylo, et j'ai déjà donné cet exo à d'autres, hein, dans un des Tea Time, et certainement dans plusieurs, mais trouve-toi 25 raisons de rédiger ta thèse et de finir ce projet de thèse. 25 bonnes raisons. Et je sais, tu vas me dire, attends, j'en ai pas 25. Ok, peu importe, continue à réfléchir et trouve-moi ces 25 raisons. Enfin, trouve-toi ces 25 raisons, puisque moi, encore une fois, je dis ça pour t'aider. Moi, à titre personnel, ça m'est un peu égal quelles sont les raisons, mais c'est important pour toi que toi, tu le saches, en fait. Quelles sont tes raisons ? Pourquoi est-ce que tu veux finir cette rédaction de thèse ? Qu'est-ce que ça va t'apporter ? Et ne te juge pas sur tes raisons. Tu as certainement des raisons que tu trouves plus ou moins superficielles, plus ou moins, peut-être, j'en sais rien, je vais te dire des trucs au hasard, hein, parce que je ne sais pas du tout quelles sont tes raisons, mais peut-être des raisons égoïstes, peut-être des raisons enfantines, peut-être des raisons que tu pourrais juger superficielles, peut-être des raisons voilà, pas très incarnées. J'en sais rien, je ne sais pas comment tu pourrais juger ces raisons-là, mais ne te juge pas sur les raisons et écris-les. Juste, c'est pour toi, tu déchires le papier après si tu veux, mais juste pour que tu puisses te reconnecter au sens de faire ça. Parce que là, tout de suite, il n'y a pas trop de sens à faire ça. Tu vois, avec tout ce que tu viens de me donner comme élément, tu m'as fait tout un texte très long, c'était pas trop long, hein, bien sûr, pour la question, c'était exactement ce que je te demandais, mais tu vois que dans ce texte, la proportion de ce texte qui essaye de m'expliquer pourquoi est-ce que ça n'a pas de sens pour toi de faire cette thèse, elle est quand même grande par rapport à la phrase où tu me dis « bon, j'aimerais bien rédiger cette thèse ». Tu vois ce que je veux dire ? Ça nous dit quelque chose quand même. Donc là, ça nous dit juste que actuellement, ça veut pas dire que ta thèse n'a pas de sens pour toi tout court, sinon tu serais pas là et tu serais pas en train de poser la question et tu serais pas en train de dire en fait c'est important pour moi, donc je sais que ça a du sens pour toi, mais c'est juste que tu as du mal à t'y connecter au moment venu de travailler dessus. Donc fais-toi ces 25 raisons et au moment de travailler dessus, jette un œil à ces 25 raisons. Reconnecte-toi à ces 25 raisons en fait. Et un truc qui peut vous aider aussi dans la procrastination de manière générale, quand je vous disais tout à l'heure que c'est hyper important que quand tu fais le truc, ça t'amène des émotions de plaisir et que ça soit plaisant pour toi, une façon de faire ça, et pareil, j'en parle dans un épisode de podcast, mais je me souviens plus lequel, mais c'est un truc que je fais moi très souvent quand je procrastine sur mon travail, c'est que juste avant de m'y mettre, en fait, au lieu de me dire tiens, je vais me mettre à la tâche, sachant que la tâche en elle-même, mon cerveau va me dire ah tiens, on pourrait rien faire, sinon ça pourrait être pas mal,
il a envie de procrastiner cette tâche-là, au lieu de lui dire on va se mettre à la tâche, je lui dis on va se mettre à préparer la tâche. On va se mettre à papier, stylo, alors dans mon cas ça va être ordinateur, clavier, et on va se poser la question au clavier, tiens, dans quelle énergie j'ai envie d'être pendant que je fais cette tâche ? Comment j'ai envie de me sentir ? Donc toi, de te demander, tiens, comment j'ai envie de me sentir en rédigeant ce texte ? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir ? Peut-être, je sais pas, j'ai envie de me sentir fière, j'ai envie d'avoir un sentiment d'accomplissement, un sentiment de, je sais pas, moi je me souviens que quand je rédigeais ma thèse, justement, j'aimais bien le fait d'avoir ce sentiment de, tu sais, toutes les choses refont sens et se reconnectent, et pourquoi j'ai fait ça il y a 2 ans, et pourquoi j'ai fait ça il y a 1 mois, et tout ça s'interconnecte dans un projet final qui est palpable, tu vois, c'est un document, et il y a un truc un peu satisfaisant là-dedans. Donc, essaye de te connecter à comment tu as envie de te sentir pendant la rédaction. En plus de te connecter au sens de le faire, connecte-toi à comment tu as envie de te sentir en le faisant. Et assure-toi que les émotions en question, il y a suffisamment d'émotions qui sont agréables et qui tiennent dans le temps, comme je le disais tout à l'heure, et que c'est pas juste une question d'effort. Le but, en fait, c'est de contrebalancer l'effort, l'inconfort que c'est grâce aux émotions positives que tu vas créer. Par positif, je veux dire agréable à ressentir. Voilà, en espérant que cette réponse t'aide. Merci pour ta question. C'était super intéressant. Et je pense que ça aidera d'autres qui sont aussi dans des situations similaires. Alors ensuite, j'ai Raphaël qui me dit « Hello Esther, trop contente de te voir de retour sur YouTube. » Oui, moi aussi, je suis trop contente d'être de retour. J'ai le projet de reprendre des études en psychologie. Pourtant, malgré la motivation d'accéder au métier de psychologue, je n'arrive pas à prendre le temps de faire les recherches sur le sujet. Je procrastine tout le temps car le fait de m'y confronter m'angoisse. Ça m'angoisse car ça me renvoie à la pensée que je suis nulle, que je ne sais rien malgré le niveau d'études auquel j'étais arrivée, que les autres en savent beaucoup plus que moi et que je devrais avoir honte de moi de vouloir être psychologue alors que je sais si peu de choses, que je ne serai jamais à la hauteur, etc., etc. Waouh, on a du lourd là. Est-ce que tu as des conseils pour réussir à dépasser ce type de pensée et ne plus appréhender le moment de s'y mettre ? Merci infiniment, cœur, cœur, cœur. Merci pour ta question. Écoute, déjà j'ai envie d'accueillir franchement ce que tu m'amènes parce que les pensées que tu as, et je sais qu'elles sont partagées par beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast ou qui regardent cette vidéo, je sais que c'est quand même ultra violent à recevoir. Je veux dire, on est quand même sur des pensées... Voilà, de la honte, tu crées de la honte avec ces pensées-là, je serai jamais à la hauteur, il y a un énorme truc sur l'estime. Bon. Écoute, comment je peux t'aider là-dessus ? Tu m'as demandé quoi ? Tu m'as dit, ton intention, c'était, est-ce que tu as des conseils pour réussir à dépasser ce type de pensée ? Alors, si je me mets en posture de conseil, du coup, je vais te parler en tant que Esther, en tant que moi. Et si je me mets en posture de coach, du coup, je vais plutôt te proposer des outils et des axes de réflexion. En tant que moi, écoute, qu'est-ce que je peux te donner comme conseil sur un truc comme ça ? Moi, j'ai envie de t'encourager, en fait. J'ai envie de te dire, en fait, meuf, tu peux le faire. J'ai envie de te dire, t'es pas plus bête qu'une autre. En réalité, même si ton cerveau, des fois, te dit que tu sais rien et tout, je fais, bah oui, t'es pas censé savoir. C'est pour ça que tu vas à l'école, non ? Tu m'as dit, je veux reprendre des études. C'est pour ça que tu vas apprendre, en fait. Si tu sais pas, justement, si tu savais déjà, ça aurait aucun sens de faire des études. Donc... Voilà, moi en tant que Esther, c'est ça que j'ai envie de te dire. J'ai envie de te filer de la motivation, de dire en fait t'en es capable, j'ai aucun doute sur le fait que tu puisses reprendre des études, que t'es tout à fait légitime à avoir envie de ça et que voilà quoi, vas-y, t'es pas plus bête qu'une autre, et puis si jamais c'est difficile, et bah c'est pas grave, tu sauras avoir les ressources, enfin voilà. Voilà ce que j'ai envie de te dire en tout cas en tant que Esther. Bon. Vous voyez que c'est pas forcément très très utile parce que je pense qu'elle y a pensé et que ses amis lui ont certainement déjà dit ça. Mais bon, je te le répète et moi je suis de tout cœur avec toi, je t'envoie du love et tout ça. Et en tant que coach, j'ai envie de te dire là, je vois quand même qu'il y a un truc au niveau de ton estime de toi et que ça vaut le coup de te pencher sur la question. Franchement, ça vaut le coup parce que là, ça se présente dans ce projet-là, mais j'imagine que ça t'impacte aussi dans d'autres projets. Le coup de te sentir nul, de pas être à la hauteur. Enfin, tu t'as pas dit nul, t'as dit je me sens pas à la hauteur et t'as honte de ce que tu désires. Voilà. Et tu te compares aux autres en fait. Il y a beaucoup d'autres qui ont plus de connaissances que toi. Le truc que je te dirais de faire, tu vois, aujourd'hui, là, quand tu écoutes cette réponse, ça serait de prendre ton papier, ton stylo et de faire un flot de pensée sur qu'est-ce que je pense de ce projet
de reprise d'études. Donc, entre toi et toi, genre, qu'est-ce que je pense de ce projet de reprise d'études? Et tu balances tout ce qui sort. Flot de pensée, c'est ça. Hein, tu balances tout ce qui sort, sans te juger, sans te corriger. Vraiment, t'y vas, t'écris tout ce qui te vient. Et ensuite, moi, je te proposerais de te poser la question suivante, qui est... et c'est une question que je t'aurais posée si je t'avais eu en coaching. Donc là, je te propose de t'auto-coacher avec ces questions-là. Hein. C'est qu'est-ce que tu penses des gens qui sont psychologues? Voilà. C'est quoi ta pensée, ton ensemble de pensées, ton avis sur ces gens-là? Parce que je te pose cette question parce que je pense que là, il y a des croyances en fait sur ce que c'est que ce métier, comme si ces gens avaient peut-être... Enfin bon, là, je vais t'induire si je te réponds ça. Mais dans le texte, en tout cas, que tu m'as amené, je sens qu'il y a des croyances limitantes sur ce que c'est qu'un psychologue. Donc, explore déjà avec ces deux questions-là. Moi, qu'est-ce que je pense de ce projet de reprise d'études? Laisse sortir tout ce qui vient et pose-toi la question... Quel est mon avis sur le métier de psychologue? Genre, qu'est-ce que je pense des gens qui font ce choix de métier de psychologue? Et déjà, avec ça, tu vas avoir un peu des pistes de qu'est-ce qui peut te bloquer dans ce projet-là et qu'est-ce qui est à l'origine de cette problématique-là où tu es bloqué et que tu procrastines sur ce sujet. Voilà. Et sinon, après, j'ai envie de te dire, je vais te dire un truc, je suis hyper biaisée, hein, les meufs. Hein. Franchement, je vous le dis, je suis coach. Moi, dans la vie, je crois énormément au coaching de vie. Les coachs de vie m'ont apporté énormément et les psychologues aussi, les psychiatres aussi, les psychanalystes aussi. Je crois au métier de l'accompagnement. Donc forcément, moi, dans tous mes conseils, si vous me demandez à Esther Taïfé en tant que personne, dans mes valeurs, il y a énormément ce truc de grandir en tant que personne, prendre soin de soi, l'amour de soi, tout ça, c'est des trucs avec lesquels je vis au quotidien. Et je suis biaisée, c'est mon boulot, j'ai fait ce choix-là parce que j'y crois à mort, donc forcément, je vais vous donner des conseils dans ce sens-là. Moi, je pense qu'une problématique comme ça, c'est dommage de rester bloqué avec, alors qu'un praticien pourrait t'aider si tu faisais une séance avec lui de 45 minutes, tu vois. Donc voilà. Voilà un peu mes conseils. En tant qu'Esther, mon conseil, c'est voilà, vas-y meuf, tu peux le faire, et puis si jamais tu n'y arrives pas, fais-toi aider, prends une séance, quoi. Voilà. Petite gorgée de thé. Ah, ça fait du bien. C'est trop bon ce thé au jasmin, là. J'aime bien, c'est pas mal. Donc, ensuite, j'ai une question d'une personne qui veut rester anonyme et qui me dit « Je suis actuellement en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif réactionnel. Je suis prof de SVT, mutée dans la région que je voulais, mais affectée à 2 heures de chez moi, et mon mec n'a pas eu sa mutation. Je me retrouve donc à plus ou moins squatter dans un logement prêté sans boulot, dans une région où je ne connais personne, et avec mon mec à 900 bornes de chez moi. Les journées sont longues, ça fait 1 mois, je suis quelqu'un de très ritualisé habituellement, mais là, j'ai perdu tous mes repères, je n'arrive à rien. Une idée, un conseil, merci. » Waouh. Bon, alors déjà, full empathie, compassion, etc. Parce que ça doit être difficile. Voilà, ça c'est Esther qui parle. Non pas que la coach ne serait pas empathique, mais disons que c'est pas son rôle. C'est pas son rôle premier. Le premier, c'est de te faire réfléchir et de te faire avancer. Là, franchement, j'ai pas du tout envie de te coacher et de te proposer des outils de coaching parce que c'est pas ce dont tu as besoin si actuellement tu es en arrêt maladie, tu vois. En fait, le coaching, si tu veux, ça permet, quand on est en bonne santé mentale, de travailler sur, j'ai envie de dire, sur ses protecteurs. Si vous connaissez l'IFS, pour celles et ceux qui connaissent l'IFS, je parle souvent avec ce modèle-là en tête, puisque c'est un modèle auquel je me forme en ce moment, qui est donc l'Internal Family System. Coacher tes protecteurs, donc les parts de toi qui sont là pour faire les choses, pour logistiquer le quotidien, c'est super quand ces parts-là en ont besoin et que ça ne met pas le reste de ton système en danger. Le truc, c'est que là, si tu es en arrêt maladie, c'est pas pour rien, c'est qu'actuellement, tu as besoin de repos, en fait. Et que aller te coacher alors que tu as besoin de repos, c'est pas le bon moment. Tu vois, c'est juste pas le bon moment. Donc, c'est pas grave. Hein. Ça veut pas dire qu'on va te laisser dans ta merde et que tu peux pas aller mieux. C'est juste que ça va pas passer par le coaching. Donc moi, en tant que professionnel, ce que j'ai envie de te donner comme conseil, c'est d'aller voir donc ton psychiatre, de lui dire que c'est difficile en ce moment de rester en arrêt et de voir si lui, il a des propositions pour est-ce qu'il peut adapter ton traitement, est-ce qu'il y a des choses à faire. Moi, je suis pas psychiatre, j'en sais rien. Puis de toute façon, même si j'étais psychiatre, évidemment, c'est pas à travers une vidéo ou un podcast que je répondrais à ce genre de questions. Mais voilà, première chose moi que j'ai envie de te dire, t'es en souffrance. Clairement, tu es actuellement en arrêt maladie. Donc, première réaction que j'aurais, c'est va voir le médecin qui te suit et dis-lui que tu es en souffrance parce qu'il est peut-être pas au courant et il se rend pas forcément compte et il y a peut-être des choses à faire au niveau du traitement qu'il t'a donné si tu as donné un traitement. Ensuite,
En tant que Esther, j'ai un peu envie de te demander, mais en fait, de quoi tu as besoin en fait. Et là, tu me parles beaucoup de distance, etc. J'ai l'impression qu'il y a un besoin. Alors, laisse tomber si ce que je te dis, ça résonne pas et que c'est pas le bon truc pour toi. C'est que je suis à côté de la plaque, c'est tout à fait possible parce que je vais faire mes projections. Mais moi, j'entends dans ce que tu me dis peut-être un manque de tes proches, en fait. Tu te sens loin, tu te sens seul, et dans tes besoins, dans ta pyramide de Maslow, le besoin d'amour, de connexion, de lien n'est pas rempli ici. À cause de ces 900 bornes, à cause du fait que tu n'as pas de lien au boulot, à cause de tout ça, quoi. De l'arrêt de travail, etc. Donc, est-ce que tu peux pas trouver une façon de recréer du lien avec tes proches? Donc, est-ce que ça veut pas dire peut-être, je sais pas, retourner à 900 bornes près de ton mec? Enfin, j'en sais rien, je connais pas ta vie et ta réalité de vie et ce qui est possible dans ton quotidien, tu vois, mais soit chez lui, soit chez d'autres gens, enfin, ta famille, tes proches, etc. Mais peut-être, en tant qu'Esther, en tout cas, j'aurais envie de te dire, meuf, rapproche-toi des tiens, en fait. Parce que là, ça a l'air d'être un besoin assez présent dans ce que tu me racontes. Et en tant que coach, j'ai envie de te dire, demande-toi quel est ton besoin. Voilà, quel est le besoin ici auquel tu n'as pas répondu. Et l'idée, c'est pas de t'auto-flageller et de te coacher absolument pour répondre à ce besoin, mais juste demander de l'aide, en fait. Si tu as un besoin ici, que tu es capable d'identifier, moi, je pressens que c'est celui de la connexion et du lien, et ben demande à tes proches. Dis-leur, voilà, j'ai besoin de remplir ce besoin-là, je ne sais pas comment, je me sens seule, qu'est-ce qu'on peut faire dans nos réalités de vie respectives. Voilà ce que je te dirais sur ce sujet. Pour moi, on n'est pas dans un cas de, mon Dieu, il faut que tu t'autodisciplines et que tu arrêtes de procrastiner, tu vois. Genre là, on n'en est pas là du tout, quoi. Ensuite, j'ai une question de Kevin. Merci Kevin pour ta question. Je reconnais évidemment. Yo Esther. Alors, je comprends bien la puissance des habitudes. J'ai déjà réussi à en créer quelques-unes et c'est trop bien. Mon problème actuel est qu'il y a une ou deux nouvelles habitudes que j'aimerais créer, notamment celle de créer un service abonnement similaire à la communauté, mais sur une autre thématique, mais je procrastine. Oui, je vous ai pas dit, mais Kevin, je le connais parce qu'il a une chaîne YouTube où il aide les gens à apprendre l'anglais. Donc si vous êtes intéressé par apprendre l'anglais, allez regarder le boulot de Kevin, j'aurais mis ça dans la barre d'infos. Si j'oublie Kevin, dis-le moi. Et dites-le moi tous là. Voilà, Kevin Abroad. Et donc voilà, t'essayes de faire un truc pour ton entreprise et t'y arrives pas, tu procrastines. J'ai essayé pas mal de stratégies, genre créer un emploi du temps réaliste ou essayer de créer une habitude à la fois et progressivement pour ne pas être overwhelmed. Mais quand le moment arrive de devoir mettre les actions en place, je me débine et mon super cerveau me fait exploser, j'imagine, ayant comme intitulé « Et rien faire, c'est bien aussi, non ?» Voilà, ça s'appelle la procrastination, quoi. Je suppose que du coaching pourrait mieux cibler mes besoins, mais est-ce que tu aurais des petites pistes à me suggérer? Est-ce que tu as eu des difficultés similaires quand tu as créé la communauté? Gros cœur sur toi. PS, merci encore pour les madeleines et les chouquettes. Inside joke. Voilà. Ok, alors, on est sur un cas de procrastination classique. J'ai envie de te dire, va checker le webinaire, déjà. Première étape, ça peut peut-être t'aider. Mais j'ai l'impression que dans ce que tu me dis, et comme je t'ai déjà coaché il y a longtemps, je sais que c'est quelque chose que tu connais déjà. Les questions de t'assurer que tu mets pas des habitudes qui sont trop grandes d'un coup, les questions de sens de ce que tu fais. Ce que je dis dans le webinaire aussi, que j'ai pas mentionné plus tôt, c'est la notion de cadre souple, dont je parle aussi pas mal dans le podcast. Donc, j'ai l'impression que tu connais tous ces sujets-là. Donc, c'est peut-être pas de ça dont il s'agit. Vous savez, des fois, et là, je me pose la question si c'est pas ça. Là, je vais répondre en tant que coach, si t'en fais pas, je vais répondre en tant que moi après. Mais en fait, des fois, ce qui se passe, c'est que même en ayant tous ces outils, en ayant conscience de ça, en ayant le fait que ça ait du sens pour nous, en ayant le rythme qu'il faut, conscience de comment fonctionne le cerveau et donc de pas s'en demander trop, voilà, en ayant tous les outils, en les ayant mis en place, ça ne suffit pas. Et ce que je constate auprès des personnes que j'accompagne et même moi dans ma vie, c'est que plus le projet est important pour nous, plus on y a un enjeu émotionnel dessus. C'est-à-dire que c'est pas que le projet, il n'y a pas de sens dessus, c'est que même limite, il y en a trop, et que du coup, on se crée une peur de l'échec, en fait. On a peur d'échouer, on a peur soit d'échouer, et ça serait terrible, parce que c'est notre projet, on adore ce truc, et c'est hyper important pour nous, soit, au contraire, on a peur de réussir. On a peur de réussir parce qu'on se dit, si je réussis, en fait, et que c'est pas aussi bien que ce que je pensais,
comment je vais faire ? Genre, si j'échoue, qu'est-ce que ça va dire de moi ? Et en plus, ça va être terrible parce que ce projet, je voulais tellement le faire, ça va être nul. Et en plus de ça, moi, je vais être une sous-merde, parce qu'on sous-entend toujours qu'on est nul si on rate un truc. Alors que, en fait, c'est une question de démarche scientifique et d'apprendre et d'essais-erreurs. Un truc dont je vous ai parlé d'ailleurs très récemment dans un podcast dédié à ce sujet. Donc, là, moi, j'aurais envie de te dire, est-ce qu'on n'est pas sur un cas, dans ton cas, où on est sur quelque chose qui est tellement important pour toi qu'en fait, tu te mets une pression ? Effectivement, de façon, de manière générale, quand vous voyez qu'il y a un projet malgré les outils, malgré l'auto-coaching, avec des outils que j'ai pu vous donner, moi ou mes collègues coachs, parce qu'on a tous un peu une couleur différente et on va apporter des éléments différents à vos vies, donc n'hésitez pas à aller regarder ce que font aussi les autres. Si malgré ça, ça ne suffit pas et que votre projet il est important, au bout d'un moment, faites-vous coacher. Moi, je me suis fait coacher sur l'écriture de mon livre parce que pourtant j'ai tous les outils, mais j'y arrivais pas. C'était un projet trop important pour moi pour réussir à le faire sans procrastiner, etc. Avec tout ce qui crée la personnalité que j'ai, en fait. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Au bout d'un moment, si tu butes sur un truc, ça vaut le coup de demander de l'aide auprès de quelqu'un qui peut avoir cet œil extérieur et qui peut te guider, te donner de la accountability. Et en tant qu'amie, en tant que Esther, tu vois, ce que j'aurais envie de te dire, déjà, je veux répondre à ta question. Est-ce que moi, ça m'est arrivé de procrastiner sur des trucs comme ça ? C'était ça ? Sur le fait de lancer la communauté. Alors, pas sur la communauté. J'ai pas procrastiné sur le projet de la communauté en elle-même, donc de ce projet à abonnement. Je l'ai lancé vraiment sur un coup de tête. Pour le coup, c'était très impulsif. Ça m'a paru tellement évident. En fait, à cette époque-là, donc la communauté, elle existe depuis 2019. Et au moment où je l'ai lancée, j'étais en train de me demander, tiens, comment je vais faire avec ma pratique du coaching pour m'assurer un revenu récurrent. Et en fait, l'idée d'avoir un abonnement était tellement évidente, je me suis dit, oui, c'est logique, parce que quand on est entrepreneur, vous savez, c'est l'un des problèmes qu'on a, c'est que les revenus, ils fluctuent. Si un jour t'es malade, et t'as plus d'argent. Tu peux... C'est l'une des sources d'anxiété majeures chez les entrepreneurs et entrepreneuses, c'est de réussir à faire un revenu récurrent. La question, c'était quoi et qu'est-ce qui pourrait vraiment aider les gens ? J'ai réfléchi à ce sujet et en fait, pour moi, ça a été évident. Donc, la commu, si tu veux, je l'ai lancée sans procrastiner. Je l'ai décidé en décembre. En janvier, c'était lancé, quoi. Vraiment. Donc, mais par contre, j'ai procrastiné sur d'autres sujets, d'autres projets. Et je pense que j'ai procrastiné, moi, plus sur des projets qui me tenaient vraiment à cœur. La commu, si tu veux, j'avais pas eu l'idée avant. C'est devenu un projet maintenant qui est certainement l'un des produits, pour pas dire le produit que j'ai, qui me tient le plus à cœur aujourd'hui, la communauté. C'est l'endroit où je me sens le mieux, c'est là où on se parle au quotidien, c'est là où il y a tout ce qui se joue, en fait, où je vous vois, vous, interagir, vous entraider. C'est de là que naissent toutes les idées pour le reste de ce que je peux faire, les retraites, les ateliers, en ligne, les ateliers en physique, tout part de là. Donc, c'est un endroit qui est devenu un endroit aujourd'hui où je peux me mettre un peu de pression, mais c'était pas le cas quand je l'ai lancé. Donc, j'ai pas ressenti ça, moi, personnellement. Mais j'ai ressenti sur d'autres projets. Donc, c'est pour ça que là, je te donne cette piste-là, parce que c'est une piste pas idiote, je pense, si tu as déjà tous les outils. Et si je me trompe et que je projette que tu as tous les outils mais que c'est pas le cas, n'hésite pas à aller regarder du coup le webinaire qui est gratuit, voir si dedans ça te parle et s'il te manquait des choses, tu m'en parles, vu que tu as mon numéro, tu m'en parles et puis on voit ce qu'on peut faire. Ensuite, j'ai une autre personne qui veut aussi rester anonyme et qui me dit « Salut Esther, alors voilà, j'ai été certifiée coach en mai dernier. Je suis en train de lancer mon activité et suis aussi en pleine création de mon site sur lequel j'écris des articles et d'autres projets normalement assez cool. Sur le papier, tout ce que je fais est super motivant et tout le monde me dit que ça me correspond à 100%. J'ai toujours aimé écrire, lancer des projets, etc. Sauf que voilà, je prends aucun plaisir à mettre tout ça en place. Tout est fait, certes, mais uniquement par la force et l'autodiscipline. Le site met un temps fou à être créé. À ma grande surprise, en fait, je n'aime pas écrire des articles pour l'agrémenter. J'ai peur que les conseils que j'y donne soient nuls et fassent plus de mal que de bien. J'en viens même à douter de mon métier de coach. Là encore, j'ai énormément de mal à trouver la motivation pour démarcher de potentiels clients. Alors que j'adore accompagner, là où est tout le paradoxe. Je suis normalement quelqu'un d'assez proactif, mais là, impossible de me lancer corps et âme et surtout de prendre du plaisir. Tu l'as mis en majuscule, de prendre du plaisir à ce que je fais. Quelque chose bloque et c'est terriblement frustrant pour moi d'être sûre d'avoir trouvé ma voie et d'avoir les jambes coupées dès la ligne de départ.
Alors voilà, j'aimerais beaucoup que tu me dises ton sentiment de coach à propos de ce qui pourrait bloquer dans cette histoire. Cela pourrait m'aider dans ma recherche de compréhension. Merci pour tout ce que tu fais. Tu es à l'origine de mon choix de me lancer dans le coaching. Eh ben écoute, bravo. Déjà, bravo pour ta certif, parce que je sais que c'est pas de tout repos, ce genre de formation, parce qu'en général, c'est assez dense et c'est sur des temps courts. Donc, bravo pour ça. Tu peux être fière, voilà. Je suis ravie qu'il y ait une nouvelle collègue sur le marché parce qu'on a besoin de coach. C'est un métier que je trouve génial et que je trouve très utile et qui change des vies, donc c'est trop cool. Bravo. Voilà. Et tu me dis que... Enfin, moi, ce que j'entends, en fait, dans ton texte, le truc principal, là, c'est la notion de plaisir, en fait. C'est ça qui t'embête. C'est que tu projetais que tu prendrais du plaisir à ça et là, tu prends pas de plaisir. Donc, en tant que coach, moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi tu prends pas de plaisir ? Où est-ce que tu voudrais prendre du plaisir et que tu n'en prends pas ? Explorer cette notion de plaisir, en fait. J'irai creuser ça. À quel endroit, normalement, tu devrais prendre du plaisir selon ce que tu connais de toi ? Et là, c'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Tu me l'as un peu dit, tu m'as dit c'est sur l'écriture, par exemple. En fait, tu prends aucun plaisir à rédiger des articles alors que tu pensais que tu allais aimer parce que tu aimes écrire. Et tu m'as aussi donné un élément de réponse de pourquoi c'est le cas, parce que tu doutes de la pertinence de tes conseils et même du métier en général, tu vois. Donc, évidemment, s'il y a une partie de ton cerveau qui pense que tout ça, c'est nul, que ça sert à rien, que ça va pas aider les gens, et que, que tes conseils sont nuls, forcément, ça doit certainement bloquer un petit peu ton envie d'écrire, tu vois. Donc moi, j'irai lever ça. J'irai d'abord regarder, tu vois, en tant que coach, c'est ça que je ferai. J'irai regarder, est-ce que tu es d'accord avec ça, en fait ? Et si oui, tu as le droit d'être d'accord avec le fait qu'il y a certains conseils qui sont nuls, ou que le métier de coach a ses limites, et qu'il y a des endroits où, en fait, non, ça sert à rien, tu vois. Juste assure-toi que tu es clair sur à quel endroit c'est, en fait. Comment délimiter ça, tu vois. À quel endroit tu es bloqué sur ces trucs-là. Donc, ça, c'est le conseil que je te donnerais en tant que coach, c'est d'aller explorer cette notion de plaisir. Pourquoi pas en session de coaching, pourquoi pas prendre une séance sur ce sujet pour aller explorer ça, ou de le faire en auto-coaching. Et tout ce que tu fais, tu dis que tu le fais à l'autodiscipline, c'est sûr que sur le long terme, c'est pas un truc qui va tenir. Parce que personne n'est capable de ça. Le cerveau humain n'est pas fait pour être tout le temps dans l'inconfort en permanence. Tu veux pas ça. Donc si t'es obligé de t'auto-flageller un peu pour pouvoir réussir à faire les choses, effectivement, ça vaut le coup d'explorer. Il peut manquer des choses. Après, je te répète, je vais pas te répéter justement, mais je te laisse aussi entendre tous les autres conseils que j'ai pu donner dans ce podcast depuis le début, qui peuvent aussi t'aider, te reconnecter au sens, toutes ces choses-là. Là, je me demande aussi si... c'est un sentiment un peu sous-jacent que je projette, parce que je suis coach aussi et que je le vois souvent dans notre métier, mais peut-être explorer un peu les questions d'estime et de confiance en soi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre du se sentir légitime, tu vois, à faire le métier? Est-ce que je vais vraiment pouvoir aider les gens? Et le simple fait aussi qu'il y a beaucoup d'actions à mettre en place. Faire un site, établir une grille de prix, établir un programme si tu décides de vendre plutôt des programmes sur une thématique précise. C'est un métier qui n'est pas forcément bien compris, où il n'y a pas beaucoup de ressources. Donc, il peut y avoir plein de choses en fait qui peuvent te bloquer et parasiter finalement ta sérénité et ta mise en action qui soit sereine et sans être là en train de créer des émotions hyper hardcore pour pouvoir réussir à faire les choses, tu vois. Donc j'irais explorer ça avec toi, moi, si j'étais avec toi. Et si tu as envie de le faire d'ailleurs, bon là, actuellement le Mastermind WooMind, il est fermé parce qu'il est complet. Mais du coup, je fais la prochaine cohorte de personnes en fin janvier prochain. Donc, c'est pour les personnes qui sont justement comme toi, certifiées coach et qui lancent leur activité. Où là, je vais vous aider en fait chaque semaine, chaque mois en fait pendant 6 mois à juste monter votre activité. Donc le site, vos produits, les prix, toutes les questions que tu te poses. Tu vois, le marketing, comment trouver des marchés des gens, trouver des clients,
alors que tu as peur du marketing très probablement, hein, parce qu'on est sur des métiers de la santé, donc en fait, on est toujours un peu frileux, on est là, mais j'ai pas non plus envie de monétiser ou de monnayer la santé, de vendre de manière agressive. Enfin, moi, ce que je veux, c'est aider les gens, donc il va falloir trouver un moyen de le faire, un positionnement, une voix, etc. Et ça, c'est super dur à faire, surtout quand on n'a pas de notion comme ça, parce qu'en école de coaching, on n'apprend pas ça, en fait. On apprend à coacher les gens, on apprend les outils de coaching pour mener une session de coaching du début à la fin et un programme de coaching de la semaine 1 à la semaine 6, tu vois. Donc, si tu as besoin, si tu sens que c'est une question de compétence, si tu veux, n'hésite pas à acheter un œil à WoMind. Alors après, je sais que du coup, ça commence pas avant janvier, donc à voir si tu as besoin de conseils avant ça, mais voilà, j'ai envie de te dire, va jeter un œil, parce que là, c'est un mastermind, donc tu as à la fois du contenu, tu vois, pratique de gens qui font le même métier que moi, et toi, du coup, que nous, quoi, c'est pour des personnes qui accompagnent, donc coach, thérapeute, et voilà, métier d'accompagnement. Et tu as aussi du coaching pendant le programme, ce programme WoMind. Donc, tu vas pouvoir aussi bosser sur ton mindset, sur tes croyances limitantes, sur tout ça. Donc, ça peut être une piste pour toi. Sinon, on peut se faire ça, si tu veux, en session de coaching individuelle, ou toi, commence déjà par ça, l'explorer toute seule avec la question de plaisir. Où est-ce que tu veux trouver du plaisir? Pourquoi tu ne trouves pas le plaisir? Une autre piste aussi, tu ne me l'as pas du tout donnée là, mais ça peut aussi être les questions de, tu sais, comme c'est ton métier maintenant et que ça doit t'apporter une sécurité financière, vu que c'est ton métier, c'est ça que tu cherches à créer, hein, des fois, on est un peu embêté. Genre, les trucs qui nous faisaient vachement plaisir avant, et je vois souvent ça chez des personnes artistes que je coach, qui en fait adorent, faire de la photo, faire de la musique, faire des vidéos, mais dès lors qu'ils essayent d'en faire leur métier, en fait, il y a un enjeu qui est différent et ils perdent une forme de plaisir là-dedans. Pardon, la caméra a coupé. Je disais, vient s'ajouter à ça tout un tas de peurs, en fait, liées à la sécurité financière, la sécurité matérielle, etc. Et c'est normal, en fait, d'avoir ces peurs-là. Donc, c'est aussi peut-être quelque chose qui peut être une piste pour toi, un truc à explorer, tu vois. Aller voir un peu de ce point de vue-là. Tu m'en as pas du tout parlé, mais c'est un truc assez courant, hein. On est dans une société où, évidemment, on a besoin d'argent pour vivre. Donc, c'est souvent sous-jacent et on sait pas se positionner. Ça peut être une source de stress, tu vois, de dire, tiens, est-ce que je vais vraiment apporter de la valeur aux gens? Est-ce que je suis légitime à être payée? Et puis combien? Et tous ces sujets-là. Voilà, et en tant que Esther, j'ai envie de te motiver, j'ai envie de te dire, meuf, trop bien, j'adore le fait que tu te sois lancée dans ce métier, je suis sûre que tu es très pertinente, que tes outils sont pas nuls, que tes conseils sont pas nuls, tu es certifiée, tu as appris ton job, et tu sauras connaître tes limitations Enfin, moi j'ai envie de te dire en tant qu'Esther, tu vois, genre quand tu ne sais pas un truc, tu sauras aller chercher le truc qui te manque, tu vois, genre si ton outil, en fait, tu t'aperçois que toi, quand tu l'as appliqué, quand tu l'appliques auprès de tes coachés, en fait, il marche pas très bien. Déjà, j'ai envie de te dire étonnement, parce que a priori, si tu as appris ça en formation, c'est que c'est quand même des choses, enfin, c'est pas basé sur du vent, tu vois. Mais s'il se trouve que ça marche pas bien, tu vas juste l'adapter, tu referas un article pour corriger. Enfin, je veux dire, aborde le truc avec humilité, t'es juste une humaine, en fait, hein. Moi, c'est ça que j'ai envie de te dire. Si j'étais en croyance limitante, je fais ça aussi dans la commune de temps en temps. Je fais des croyances limitantes où je vous pousse comme ça et je vous donne plein de contre-pensées qui sont d'ailleurs souvent les miennes en tant que Esther, tu vois. Et là, moi, j'ai envie de te dire, meuf, en vrai, si tu te trompes, c'est pas grave, hein, tu te corrigeras, tu feras un article, tu diras pardon et tu diras, voilà, j'ai fait de mon mieux avec les outils. Enfin, évidemment, si tu savais comment faire mieux, tu le ferais déjà, tu vois. Donc, fais de ton mieux et voilà, et ton mieux est déjà très très bien et je suis sûre qu'il est même excellent. Ok, la question suivante sur l'autodiscipline, c'est une question d'une personne qui veut rester anonyme et qui me dit « Bonjour Esther, j'ai quelques soucis par rapport à l'autodiscipline. C'est qui tout double? Toujours dans l'absence ou dans l'excès? Je souffre d'anorexie et à cause de ça, donc j'ai récupéré un poids sain mais qui ne me satisfait évidemment pas, sinon ce serait trop beau. Je travaille soit trop, soit pas assez, mais je suis efficace au boulot, donc ça se passe bien. Globalement, la moyenne est bonne, mais les oscillations sont dures psychologiquement. Beaucoup de culpabilité. Ma psy me dit que le surmoi est trop présent et qu'il faut apprendre à calmer le chef, avec des guillemets. Donc j'aimerais que tu développes, si tu le souhaites, sur l'autodiscipline à outrance, et comment détecter quand c'en est trop. Après, j'ai l'impression que tu es plutôt de la team burn-out. Merci beaucoup et bonne journée, effectivement.
Je suis un petit peu dans la team burn-out à titre personnel, même si évidemment je me soigne et que j'essaye d'écouter mes propres conseils en tant que coach, hein, bien sûr. Voilà, pour ne pas m'emmener au burn-out, hein, dit la meuf qui est en train de faire 3 ou 4 projets en même temps au moment où on se parle. Je fais de mon mieux, les gars. Je fais de mon mieux, les gars. Bon, écoute, merci beaucoup pour ta question. Je pense qu'elle va aider pas mal de personnes, c'est pour ça que je la prends aussi. Et merci pour le fait de nous parler de ce sujet-là. Bon. Déjà, je suis contente que tu sois suivie par une psy. Je pense que c'est des sujets, tu vois, tout ce qui est question d'anorexie, c'est quelque chose effectivement qu'il faut surveiller. Donc, je suis contente que tu sois suivie, c'est cool, bravo de faire ça. Du coup, en tant que coach, si tu veux, j'ai pas particulièrement envie, pour la même raison que ce que je disais un peu plus tôt avec une autre personne qui posait des questions sur d'autres troubles, j'ai pas particulièrement envie, tu vois, d'aller coacher les parts de toi qui sont protectrices là et qui, pour les rendre encore plus disciplinées, tu vois, genre c'est bon, on coach personne chez toi, tu vois, genre stop, on se calme. Et je comprends ce que dit ta psy quand elle dit calmer le chef. Je vois ce qu'elle veut dire. Pour moi, tu vois, il y a en toi une part de toi qui a un rôle de protection, hein, qui essaye juste de te protéger. Il faudrait aller la rencontrer, cette part, pour lui demander de quoi elle essaye de te protéger. Mais si je devais deviner un petit peu en faisant des suppositions, donc fais gaffe, parce que là je fais des projections, et vu que je t'ai pas en face et que je peux pas te demander, donc hésite pas à laisser de côté ce que je suis en train de te dire si c'est pas du tout ça chez toi. Mais un petit chef comme ça dans ton système, on appelle ça le système, hein, l'ensemble des parts, plus le self, on s'en parlera dans un autre contenu parce que clairement là ça fait trop pour aujourd'hui, mais juste là pour répondre à ta question, ce petit chef-là, il a certainement de bonnes raisons de autodiscipliner tout le monde, de la même manière que peut-être une autre part de toi qui, à l'inverse, calme le jeu et dit « Oh, les gars, on fait rien », il y a sûrement une bonne raison en fait de faire ça. Ça doit te protéger de quelque chose. Faudrait leur demander, mais si je devais deviner, je dirais que le petit chef, il y a de bonnes chances qu'il essaie juste de te protéger, je sais pas, de revivre des trucs comme du rejet par exemple. Et sur le rapport à la nourriture, il y a souvent ça. Il y a ce truc de si je ne m'empêche pas de manger, si je ne suis pas ultra disciplinée et contrôlante sur ma nourriture, typiquement, ou sur mon emploi du temps, ou sur, j'en sais rien, mon sport, sur mon ménage, sur tout ça, le monde va s'effondrer. Tu vois, la croyance de la part de toi qui fait ça, c'est qu'il va y avoir de graves problèmes s'il ne le faisait pas. Et ce serait important d'aller lui demander quel problème en question. Dans le cadre de personnes que j'accompagne sur la nourriture, c'est souvent, sinon on va être obèse, on va devenir moche, grosse, enfin plein de pensées grossophobes internalisées, ce qui est tout à fait normal. Hein, on est dans une société qui est grossophobe, ça vous appartient pas, ça dit rien de vous, mais c'est très courant. Donc du coup, tu vas avoir des pensées vraiment très atroces, quoi, de mon Dieu, ça va être la fin du monde si jamais je mange ce truc, donc il faut absolument que je le fasse pas et que voilà. Ou alors ça va être des pensées du type peur d'être rejetée parce que pas assez bien, tu vois. Genre je vais pas être une bonne personne, je vais pas être assez. Et donc des craintes comme ça, autour de il faut que je sois bien, il faut que je sois parfaite, un peu le syndrome de la meuf parfaite, tu vois. On va avoir ce genre de pensée. Et à l'inverse, la part de toi qui essaye de ne pas t'emmener dans de l'hyper-contrôle, elle, ce qu'elle essaye, c'est de te donner de l'amour, en fait, de te donner du calme et de l'amour ou autre chose, hein, j'en sais rien. Pareil, là, je projette. Donc, à toi d'aller interroger ces parts de toi, soit en thérapie, soit toute seule déjà, avec un papier, un stylo, tu peux déjà commencer à interroger ces parts-là, et d'aller regarder en fait. Mais il y a de bonnes chances que ça soit quelque chose comme ça, genre j'essaye de te donner de l'amour, ou j'essaye de te donner du calme, ou j'essaye juste de te reposer parce qu'en fait là, ça va pas du tout et tu vas craquer en fait, tu vas nous faire un burn-out dans les mains si jamais tu continues. Donc j'essaye de faire ça. Et tu vois, nous, on est là avec nos pensées en train de diaboliser ces parts de nous qui, en fait, veulent juste du bien. Donc, il n'y a aucune part de toi qui te veut du mal. Il n'y a aucune part de toi qui est à éliminer. Tu vois, donc c'est là que j'ai envie de nuancer ce que dit ta psychologue ou ta psychiatre, je ne sais pas, qui dit qu'il faudrait calmer le chef. Pour moi, il y a un peu un truc dans cette phrase-là il faudrait un peu le mater, quoi. Et en tant qu'accompagnante, je ne suis pas tellement d'accord avec cette approche. Pour moi, il y a vraiment peut-être une piste plutôt sur l'accueil. Dire voilà, toutes ces parties de toi, elles te veulent du bien. Elles te veulent du bien. C'est juste que les comportements qu'elles adoptent dans leur stratégie n'ont pas que des effets bénéfiques. Mais reconnais-leur le bien qu'elles te font en fait. Quand une part de toi te fait procrastiner, te fait ne pas faire la chose et ne pas être dans l'autodiscipline, en fait, elle te veut du bien. Elle essaye de te faire du bien à ce moment-là. Elle essaye d'anticiper un danger. De la même manière, celle qui au contraire t'autodiscipline et te fait marcher et filer droit, elle essaye aussi de t'éviter un danger. Donc demande-leur à chacune de quoi elles ont peur, c'est quoi leur danger, et le danger encouru ici, et pourquoi pas aller explorer en thérapie,
soit avec la psy que tu as actuelle, soit avec quelqu'un qui est capable de t'accompagner sur l'IFS si c'est un truc qui te parle, mais d'aller voir en fait les parts un peu plus vulnérables qui seraient mises en danger si jamais ces parts protectrices, elles arrêtaient de faire le travail qu'elles font. Tu vois, si jamais elles mettaient de l'eau dans leur vin, si jamais elles assouplissaient leur comportement, qu'est-ce qui, chez toi, pourrait être mis en danger et pourrait souffrir? Parce qu'en fait, c'est ça le danger. C'est pour ça que ça n'arrive pas aujourd'hui. C'est parce qu'il y a de la souffrance derrière. Donc moi, en tout cas, en tant que coach, thérapeute, etc., là, de ce que je vois, de ce que tu m'amènes, effectivement, je pense qu'il faut aller l'explorer sous cet angle-là, c'est-à-dire en thérapie plutôt. La thérapie EFS, moi, c'est quelque chose qui me paraît évident dans ce que tu me dis, parce que ça te paraît intuitif pour toi, tu vois, tu me parles de calmer le chef, tu me parles de sous-part de toi, donc je trouve ça pas mal comme approche. Et en plus, c'est quelque chose que moi j'aime et que je chéris, j'adore cette approche-là, donc je suis biaisée sur ça aussi. Et je suis rassurée de me dire que tu as déjà en tout cas un psy qui te suit et que du coup, ça permet à ces comportements-là aussi de pas te mettre trop en danger, parce que voilà, c'est ça l'idée, hein, c'est d'effectivement d'aller comprendre ces parts de toi, d'aller comprendre ce qu'elles veulent pour les aider tout simplement, hein, parce que c'est des sous-parties de toi qui en fait ont besoin d'aide là. Pour ça, il faut ramener de l'équilibre dans ton système, ramener de l'équilibre et de la discussion et de la compréhension et de l'amour et de l'accueil. Justement, et surtout pas être en mode autoflagellation de je devrais calmer cette part-là ne devrait pas exister. Tout est bienvenu en fait. Tout est bienvenu, et le vrai amour de soi, c'est ça, c'est d'accueillir tout ce qui est là et de dialoguer avec tout ce qui est là. Donc voilà, moi, ce que je te dirais, l'approche que je peux te donner, et voilà. Et mon conseil d'ami, si tu veux, c'est effectivement continuer à te faire suivre et accueille tout ça, et je pense que tu es sur la bonne voie, en fait, en vrai. Avec ce que tu me dis, ce que je pressens dans ton message, pour moi, tu es sur la bonne voie et tu es en train de mettre en place les outils, et bravo, quoi. Franchement, bravo, c'est cool. Je suis contente pour toi que tu fasses ce travail-là et que tu m'amènes la question. Ça montre aussi que tu cherches à avancer sur ces sujets. Et c'est pas évident, ces troubles-là, hein. C'est vraiment des troubles... je dis pas qu'il y a des troubles plus faciles que d'autres, mais je suis un peu biaisée sur ça aussi parce que c'est des troubles que je connais bien. Et je sais quelle merde c'est. Donc bravo et courage à toi. Et je suis sûre que tu peux le faire. Voilà ce que je peux te dire en tant qu'amie. Ok. Je vais prendre ensuite la question de Aurélie. Merci Aurélie pour ta question. Qui me dit: bonjour, merci de ton retour. De rien, cœur aussi, parce qu'elle m'a mis un cœur. Je suis trop contente de revenir aussi. Je le fais autant pour moi que pour vous, hein, comme d'hab. Je dis souvent, je suis quelqu'un de très égoïste en fait, en vrai. Moi, je fais les trucs pour moi, je fais que des trucs qui me font kiffer, et vous parler aujourd'hui, être là, ça me fait beaucoup de bien aussi. Alors, un brin de contexte. Je travaille de nuit pendant 12 heures, 3 jours dans la semaine. Mes jours de repos et de boulot sont très différents, notamment dans la gestion de mon énergie et de mon sommeil. Je connais l'importance du déclencheur pour la mise en place d'une habitude. J'ai un réveil tous les jours à 16h30 qui me permet de nourrir mon chien, me préparer, la sortir, etc. Oui, comme ce déclencheur fonctionnait bien, j'ai greffé un maximum de choses dessus. Je cherche d'autres façons de mettre en place des déclencheurs à d'autres moments de la journée, mais je n'y arrive pas à les faire tenir plus d'une semaine. Aurais-tu des conseils à ce sujet? Merci beaucoup, des bisous. Bon, j'adore ta question parce que je vois derrière que tu connais déjà la notion d'habitude. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, en fait, qui est en tout cas sur le podcast et peut-être aussi qui écoutez cette chaîne YouTube. Elle fait référence là au travail je me souviens plus de son prénom, mais du Hig, qui est un auteur qui a proposé un bouquin qui est le The Power of Habit, donc le pouvoir des habitudes, qui est un bouquin de référence dans le domaine de cette question-là. Donc je vous le mettrai d'ailleurs en barre d'infos si vous voulez aller regarder. C'est une bonne référence de lecture. J'aurais pu vous le dire même un peu plus tôt dans la vidéo, mais j'y ai pas pensé. Et donc lui, il explique qu'une habitude, c'est quoi? C'est un déclencheur, une suite d'actions et un résultat. Ça, je vous en reparle dans le webinaire d'ailleurs. On commence par ça, par la définition, et je vous fais les liens avec tout ce que je vous raconte dans le podcast, etc. Donc, un déclencheur, ça va être typiquement quelque chose, une circonstance, nous, dans nos termes à nous, on dit souvent ça. Donc ça va être un truc neutre du quotidien qui va permettre à ton cerveau de créer en fait une forme d'ancrage qui fait que ça déclenche l'habitude tous les jours. Et dans le bouquin, il donne l'exemple, tu sais, des baskets au bout du lit le matin en te levant pour pouvoir aller au sport. Le fait de voir, ça déclenche l'habitude, en fait. Ça crée un déclenchement dans ton cerveau. En fait, ça active les mécanismes de récompense, en fait. Ça fait déclencheur, suite d'action, récompense. Tac, ça fait une boucle.
Et donc là, elle nous parle de ça, elle dit qu'elle a réussi à faire ça, et que c'est vrai que son conseil dans le bouquin, c'est quand tu as réussi à mettre une habitude à un endroit avec un déclencheur, tu peux en caler d'autres en fait à la suite, au fur et à mesure. Typiquement, tu vois, la morning routine, si tu as envie de faire ça, tu vas commencer par mettre juste une chose. Je sais pas, tu as déjà peut-être même quelque chose, ton petit-déj, et puis après, derrière, tu vas rajouter, je sais pas, la lecture, l'écriture, le sport, enfin, tu vas les mettre derrière. Et de manière générale, dans ta vie, si tu as envie de mettre en place des habitudes, regarde où est-ce que tu en as déjà, parce que ça va être plus facile de les mettre à la suite des habitudes que tu as déjà, parce que tu as déjà le déclencheur. Et du coup, le cerveau, il a déjà un ancrage à ce moment-là de la journée. Typiquement, tu vois, tu as déjà l'habitude de te brosser les dents tous les matins et tous les soirs. Eh bien, tu peux rajouter quelque chose à ta routine brossage de dents. Je sais pas, si tu as envie de, j'en sais rien, faire un traitement, tu dois prendre un médicament ou un truc comme ça, et que tu veux pas l'oublier, bah, ça peut être pas mal de le mettre après ta prise de ton brossage de dents, tu mets ta prise de médicament, par exemple. Voilà. Ou pendant ton repas, un repas, c'est un truc que tu fais tous les jours. Enfin, ça dépend du médoc. Enfin, bref, je sais pas si les médicaments, c'était très, très intelligent comme exemple, mais tu as compris l'idée, en gros. Et donc là, elle nous parle de ça. Elle dit, j'aimerais bien faire d'autres habitudes, sauf que tout est à 16h30, c'est un peu chiant, hein, si je comprends bien. C'est ça que tu nous dis, Aurélie, c'est que c'est pas hyper pratique. Tu aimerais bien pouvoir faire ça à d'autres moments aussi de la journée, parce que tu as déjà mis un maximum de trucs dessus, à ce moment-là. Du coup, tu cherches d'autres façons de mettre en place des déclencheurs. Bon, moi, je te dirais déjà, là, ce que je viens de dire un peu, mais regarde à quel autre moment de ta journée tu as en fait déjà des habitudes mises en place. Ou en fait, pour toi, c'est évident, du coup, tu le vois pas, et tu l'as peut-être pas fait intentionnellement, c'est-à-dire que tu as déjà des habitudes en place, et t'as pas fait un travail spécifique dessus, donc pour toi, le seul déclencheur que tu as, c'est 16h30, parce que tu as fait un truc intentionnel à ce moment-là. Mais regarde à quel autre moment de ta journée ou de ta routine, tu as déjà des habitudes mises en place. Et ça n'a pas besoin d'être à la même heure. C'est peut-être ça l'une des erreurs que tu fais inconsciemment, qui te bloque, parce que dans tous les exemples qu'on donne au niveau des habitudes, il y a souvent cette notion de le faire au même moment de la journée parce que c'est plus facile, etc. en termes de déclenchement. Mais toi, dans ton cas, c'est pas applicable vu que tu travailles, vu que ton rythme il change. Donc tu t'en es vite rendu compte vu que tu as fait 16h30. J'imagine que 16h30, c'est l'heure de ta journée où en fait, quel que soit ton programme de travail, en fait, ça marche toujours. J'ai envie de te dire, il y a une autre possibilité que trouver une heure qui marche toujours, c'est aussi de trouver des activités que tu fais quoi qu'il arrive, quelle que soit l'heure en fait. Et c'est pas toujours à la même heure de la journée parce que ton rythme de vie ne te le permet pas que ça soit à la même heure de la journée. Mais typiquement, dormir, c'est un truc que tu fais tous les jours. Juste, tu le fais pas tout le temps à la même heure à cause de ton rythme de vie et de ton travail de nuit. Donc, je pense que dormir, manger, il y a certainement des choses que tu fais aussi à d'autres moments de ta semaine ou de ta journée. Je sais pas, ta lessive, te brosser les dents, te laver, j'en sais rien. Regarde un petit peu dans ton quotidien, les courses. Quels sont les endroits où tu as déjà des habitudes, même si c'est pas tout le temps à la même heure, mais tu te rends compte qu'il y a des activités récurrentes en fait. Parce que dans ce cas, ça va pouvoir être un déclencheur pour toi. Tu vas pouvoir te servir de ça comme déclencheur. Voilà, une proposition que je te fais, une piste en fait qui peut t'aider. Et sinon, comment créer from scratch un déclencheur en fait, c'est possible. Juste au début, tu as besoin de le faire à la volonté, quoi, avec de l'inconfort cognitif. Ce qui est OK, hein. Même si ça peut sembler aller à l'encontre de tout ce que je vous raconte depuis le début de ce podcast, à savoir de chercher des émotions agréables, etc. En fait, ce qu'on veut, c'est que ça soit agréable et pérenne dans le temps. Si le temps d'une semaine, de 2 semaines, de 3 semaines, t'es sur de la volonté, c'est OK. Juste assure-toi que c'est bien que ce temps-là, hein, qu'on n'est pas comme l'une précédente là, qui faisait son site web et qui est tout le temps sur l'autodiscipline. Attention que ce ne soit pas tout le temps le cas. Et donc que ce soit bien un truc provisoire. Et le temps de créer l'habitude, et assure-toi aussi que c'est pas trop te demander, que tu en es capable actuellement dans ton rythme de vie. C'est-à-dire que tu n'as pas déjà d'autres endroits où en fait tu dois déjà faire appel à de l'autodiscipline, de la volonté, etc. Parce qu'on a une quantité de volonté qui est limitée dans la journée. Je vous renvoie à un bouquin que j'adore, qui est The Willpower Instinct, qui est l'instinct de volonté en français, par McGonigal, qui est un super bouquin qui nous explique ça. C'est une psychologue qui explique ce travail-là, qui explique que la volonté, en fait, c'est un truc qui est limité dans le temps, en fait. Tu peux pas lutter contre ça. Et donc, elle explique les mécanismes qu'il y a derrière, comment le comprendre, comment l'utiliser dans son quotidien. Et donc, là, assure-toi que, en fait, t'es pas en train d'essayer
de créer de l'habitude ou de créer un déclencheur à un endroit où en fait déjà dans ton quotidien t'es full en maximum de moments où tu fais appel à de la volonté et à de l'effort. La volonté étant juste un effort cognitif. Donc assure-toi que t'es pas en train d'aller trop loin et d'en demander trop à ton cerveau en fait. Voilà un petit peu les choses que je pourrais te donner en piste, en espérant que ça t'aide. Et en tant que plus Esther, pas la coach, etc., qu'est-ce que je pourrais avoir envie de te dire ? Je crois que j'ai pas particulièrement de conseils, c'est des choses, à titre personnel j'entends, c'est des rythmes de vie que je ne connais pas, je l'ai jamais vécu. Avoir des changements comme ça. Donc, en tant que moi, avec mes valeurs, mon expérience de vie, je me sens inexpérimentée par rapport à ce que tu amènes là. Donc, à titre perso, j'ai pas de conseils particuliers à te donner. Peut-être un truc que je te donnerais si t'étais mon ami, tu vois, je te dirais, va demander à d'autres personnes qui font le même métier que toi, peut-être retrouver des pairs, en fait, qui rencontrent les mêmes difficultés, parce que ça peut te trouver de l'inspiration, ça peut permettre d'avoir du soutien. C'est hyper important en fait d'être avec d'autres gens qui rencontrent les mêmes difficultés que toi ou les mêmes problématiques, sans parler forcément de difficultés, mais les mêmes passions. On a besoin de connecter en fait entre êtres humains. Ça nourrit le sentiment de lien, qui est un des besoins fondamentaux chez nous, et ça permet aussi de maintenir un environnement qui est sain et qui te permet de t'empouvoirer, quoi, de te permettre d'aller dans le sens, dans la direction que tu as envie. C'est pour ça que je tiens autant aux communautés, à la communauté et à ici, être sur cette chaîne, sur le podcast, etc., le côté collectif, parce que justement, ça apporte entre autres ça. Donc, voilà ce que je te dirais en tant qu'Esther. Je pense que tu as quand même des pistes là-dedans, je l'espère en tout cas. Je m'arrête là du coup pour ta question. La dernière question que je vais prendre, c'est une question d'une personne qui veut rester anonyme et qui me dit « As-tu des conseils pour arrêter de fumer ?» Je remarque que la moitié des cigarettes que je fume n'est pas une réelle envie de fumer. J'entends par là manque de nicotine. Mais c'est plutôt un geste par habitude. Je vais fumer certaines clopes alors que j'en ai même pas vraiment envie, juste parce que sinon je vais tout le temps y penser, ça va me prendre la tête, et là je la fume comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Tes vidéos sur la relation à la nourriture m'ont aidé pour la cigarette, beaucoup de ressemblances. Je fume beaucoup en conscience du coup maintenant. Réelle envie de fumer ou non, envie émotionnelle ou non, si oui, quelle émotion, enfin, voilà, tu t'observes quoi. Mais ça ne va pas plus loin et je reste une grosse fumeuse. Merci beaucoup. Alors, le premier conseil que j'avais envie de te donner, c'est va voir la chaîne où je parle de la nourriture parce que vous êtes hyper nombreux et nombreuses à me dire que les mécanismes sont les mêmes. Et effectivement, dans ces cas-là, en fait, on parle d'addiction comportementale. C'est-à-dire que dans le cadre de la nourriture, dans le cadre de la nicotine, dans le cadre de la cigarette, c'est vraiment de l'addiction au sens médical du terme. C'est-à-dire qu'il y a une addiction à une substance, qui est ici la nicotine. Dans le cadre de la nourriture, il n'y a pas d'addiction en termes de substance. C'est-à-dire que même si on parle d'addiction au sucre de manière assez maladroite, en fait, il n'y a pas d'addiction physiologique, parce que ce sont on peut pas être addict à un truc dont on a besoin dans notre corps, en fait. C'est pas une addiction, quoi. En termes addictologie, c'est pas une addiction. Par contre, il y a une addiction dans la cigarette. Mais en fait, on se rend compte que les addictions, à part certaines substances qui sont vraiment hardcore, mais beaucoup d'addictions, en fait, ce qui est le plus dur, c'est l'addiction comportementale qui va avec. C'est exactement ce que tu décris et c'est ce qu'on a avec la nourriture. On a ça avec la nourriture, c'est-à-dire la récompense un peu émotionnelle, l'habitude qui est là et la difficulté du coup à s'en défaire. Donc là, en fait, tu me parles plus de comment se défaire d'une habitude qui est une habitude émotionnelle, comportementale, etc. Est-ce que j'aurais des conseils ? Alors, c'est un peu ce que je dis sur toute la chaîne YouTube consacrée à ce sujet-là, mais ça va être d'aller regarder, en fait, à ce moment-là. Là, tu me dis que tu le fais déjà en t'observant sur le moment, en fumant en conscience, en te demandant, tiens, pourquoi je fume à ce moment-là ? En fait, d'aller regarder à quel endroit dans ta journée tu as des besoins qui ne sont pas remplis et que tu combles que tu ne combles pas du coup, parce que, évidemment, si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution. Évidemment, pour la cigarette, c'est la même chose. Si la nicotine, si le manque de nicotine n'est pas le problème, fumer n'est pas la solution. C'est horrible dit comme ça. Mais voilà, c'est exactement la même chose. Donc, quel est le problème en fait ? Le problème, il est où ? Il est à un autre endroit. Il y a quelque chose émotionnellement qui n'est pas rempli. Alors, important quand même, je précise, ce n'est pas mal de tamponner. C'est pas un problème réellement d'avoir besoin de soupape émotionnelle et de ne pas être tout le temps en train de vivre toutes ces émotions, etc. Par contre, l'idée, ça va être, ok,
c'est cool de tamponner, pourquoi pas tamponner avec autre chose. Tamponner, ça veut dire en gros ne pas vivre l'émotion, ne pas répondre aux besoins et juste fuir ce qui est en train de se passer avec quelque chose qui te donne du plaisir immédiat, donc les bonbons ou la cigarette ici. Donc, c'est pas mal de faire ça. Le problème, c'est que ça nous dit quelque chose en fait. Tu vas finir par avoir des problèmes de santé déjà et j'imagine que c'est pour ça que tu vas arrêter. Donc, l'idée, c'est pas de se culpabiliser là-dessus. La même chose avec la nourriture. On peut finir par avoir des problèmes à manger alors qu'on n'a pas faim. Donc, l'idée, c'est de regarder, ok, quel est le problème derrière et pourquoi tu as envie d'arrêter. C'est pas mal de le faire et c'est normal d'avoir besoin de tamponner certaines émotions. Mais si ça arrive tout le temps et beaucoup, etc., et tu me dis que tu es une grosse fumeuse, bah c'est qu'il y a quand même quelque chose dans ta vie qui n'est pas rempli en fait. Il y a des besoins auxquels tu n'as pas répondu. Et donc ça peut être intéressant d'aller regarder lesquels. De te demander, ok, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et là, quand tu t'observes, essayer d'aller un peu plus loin peut-être. Après l'observation, de dire, ok, il se passait quoi à ce moment de la journée? Qu'est-ce qui généralement me dérange? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de fumer? Et comment je pourrais anticiper ce besoin. En fait, l'idée, c'est pas d'essayer de t'arrêter et d'aller à la résistance sur le moment. C'est tout ce que je raconte sur la relation à la nourriture, c'est que le but, c'est pas de faire de la résistance. En plus, dans le cas de la nourriture, on va faire de la restriction cognitive et on va faire des restrictions-compulsions. Donc, c'est pas ça l'objectif. Et là, pour toi, c'est la même chose. Le but, c'est pas de le faire à la frustration. C'est vraiment de te demander... sur le moment, le but, c'est pas de t'arrêter de fumer sur le moment, au moment où tu as l'envie qui est là, mais c'est plutôt après coup de te dire, quand j'ai eu l'envie, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Quel était le besoin et comment je peux anticiper ce besoin pour la prochaine fois, pour ne pas me retrouver dans cette situation où j'ai envie de fumer parce que j'ai des besoins qui sont pas remplis, tu vois. Donc là, en fait, c'est pas tant une histoire d'habitude, sauf si le besoin, c'est de la réassurance émotionnelle. Le besoin, c'est de la sécurité, en fait. Et que l'habitude crée un rituel qui est sécurisant. C'est pas impossible que ça soit ça. Mais va voir, donc il y a peut-être de la sécurité émotionnelle, mais il y a peut-être aussi d'autres choses, d'autres besoins qui sont pas comblés, qui font que tu fumes à ce moment-là. Peut-être, j'en sais rien, t'es hyper stressé parce que ton boulot, en réalité, on t'a pas laissé assez de temps ou assez de ressources, assez d'argent pour mener le projet à bien. Et du coup, en fait, t'es en stress de ouf, quoi. Et en fait, ton besoin, ça serait d'avoir une conversation avec tes chefs et que on te trouve des solutions au boulot parce que tu peux pas porter tout le projet toute seule, par exemple. J'en sais rien, tu vois. Ça peut être ça, ça peut être des besoins liés, je sais pas, à ton couple, besoin d'écoute, besoin de passer du temps de qualité ensemble, des choses comme ça qui font que, en fait, ça génère une certaine forme d'inconfort qui se cumule sur ta journée et qui fait que tu fumes, en fait. Entre autres. Et il y a très probablement plusieurs choses qui sont menées ensemble. Souvent juste de la fatigue physique, des besoins physiologiques de dormir plus. Et il y a beaucoup de gens qui, du coup, se retrouvent à aller vers des addictions comportementales juste par fatigue physique. Donc fumer des cigarettes, manger des trucs, regarder les réseaux sociaux, des addictions comportementales, donc n'importe laquelle, tu vois. Alors qu'en fait, le vrai besoin derrière, ce serait du repos, du calme, de se ressourcer, de dormir, en fait. Donc, n'hésite pas à aller regarder, du coup, aller plus loin que juste cette observation et te dire, ok, quel est mon besoin non rempli ici? Comment je peux le combler autrement? Comment je peux l'anticiper? Et si c'est un truc qui était difficile à faire seul, n'hésite pas à te faire accompagner en fait pour aller explorer cette question-là en session de coaching. Si t'es dans la commu, tu peux l'amener dans une session de coaching de groupe sur le thème des addictions, tu vois, le thème pas des addictions, on l'appelle pas comme ça, mais le thème des tampons émotionnels. N'hésite pas à l'amener et on pourra explorer avec toi. Et sinon, pourquoi pas en séance individuelle ou déjà avec ce que je t'ai dit là, toute seule à l'écrit en auto-coaching. Voilà pour aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est déjà pas mal. Et puis, écoutez, on se retrouve en Tea Time le 11 novembre. Et puis de regarder, du coup... ensuite le document pour pouvoir poser vos questions. Je prendrai les questions en live depuis les personnes qui sont là et je réagirai en live avec vous ici, mais je prendrai aussi des questions depuis le document comme je l'ai fait aujourd'hui et comme je le fais tout le temps en Tea Time. Comme ça, vous avez le temps de formuler votre question, de bien y réfléchir et de me donner le contexte et tout. Là où en live, des fois, on essaye d'aller vite et du coup, on s'exprime pas forcément bien parce qu'on essaye d'aller vite, quoi. Donc, c'est mieux, c'est plus confortable. Enfin, j'aime bien, j'ai envie de faire comme ça, donc je fais comme ça. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui, pour cette vidéo et ce podcast. Merci de l'avoir écouté, regardé et tout ça. Si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, n'hésitez pas à aller sur mon site, sesentirbien.coach et à vous abonner à cette chaîne YouTube, vous abonner à ce podcast. N'hésitez pas à commenter aussi, si vous écoutez le podcast, à commenter le podcast, à lui mettre une note. C'est quelque chose qui booste énormément les podcasts dans les référencements. Donc n'hésitez pas à le faire si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, que vous écoutez ce podcast et qui vous apporte de la valeur. Voilà, c'est une chouette façon de contribuer. Souvent, vous me demandez
comment contribuer, et ben voilà, c'est une chouette façon de le faire. Et puis écoutez, moi je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine dans le podcast et à très vite en vidéo. J'ai des vidéos prévues, écrites et tout, sur plein de sujets dont on s'est parlé dernièrement, donc ça arrive. Et voilà, je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon week-end. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu. Si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond et que concrètement t'aurais bien besoin d'un petit coup de pouce, voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnelles, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression, avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur sesentirbien.coach/communauté sans accent. À tout de suite.